Bonjour, merci beaucoup pour votre invitation. Moi je suis gériatre ici au CHU à Montpellier et puis en fait c'est une thématique qui est très toulousaine, on en parlait en préambule, donc peut-être qu'à terme il faudra faire des journées complètement occitaniennes et en particulier sur cette thématique, les Toulousains connaissent très bien le sujet. Où en sommes-nous? Vous voyez l'augmentation de l'espérance de vie. Vous voyez, il n'y a pas qu'en France, dans tous les pays, on observe le même phénomène. Et c'est donc un nouveau défi. Le problème, c'est que en parallèle de cette augmentation de l'espérance de vie, on a aussi donc une prévalence de la dépendance dans le monde qui a tendance à augmenter en France, mais vous voyez dans la plupart des grands pays. La dépendance, c'est un problème majeur, évidemment de qualité de vie, mais aussi un impact financier majeur. Et en France, vous voyez, son coût a été évalué aux alentours de 25 milliards d'euros, donc c'est quelque chose de très très important. D'où le fait qu'il va falloir mettre en place des politiques ou des mesures pour prévenir cette dépendance. Et on estime qu'on pourrait probablement diviser par deux la facture, vous voyez, économiser environ 10 milliards d'euros si on arrivait à dépister des personnes qui sont plus à risque de dépendance, et d'où la notion, et en particulier développée à Toulouse, de prédépendance ou notion de fragilité. Alors, elle a été définie par l'HAS comme un état où les personnes âgées ont moins de réserves, ce qui fait que face à un stress, eh bien, les patients vont moins bien réagir à ce stress et s'engager vers un processus donc de dépendance. Et on le voit, la chirurgie bariatrique, mais probablement beaucoup d'événements qui peuvent survenir chez les patients obèses, des chutes, de la dépression, etc., sont des stress, et la population obèse est probablement une population particulièrement à risque d'évoluer vers de la dépendance. Et on le voit, derrière ce mot fragilité, vont se cacher un certain nombre de situations ou de pathologies qui vont devoir être corrigées. Alors certes, des comorbidités, ça a été, semble-t-il, abordé l'année dernière, mais aussi des facteurs psychologiques, socio-économiques, comportementaux. Donc quand on va dépister des gens qui sont très fragiles, il va falloir mettre en place des mesures, pas seulement médicales, mais vous voyez, à visée psychologique, sociale, comportementale, de manière à réverser cet état de pré-fragilité, de manière à ce que les patients ne s'engagent pas vers de la dépendance. Et vous le voyez sur la dernière ligne, l'intérêt de ce concept, c'est qu'il est réversible. Une fois qu'on est entré dans la dépendance, on devient finalement, on est entré dans un processus qui est non réversible. Donc vous voyez, ça représente en gros 20% de la population des plus de 65 ans. Vous voyez, 70%, contrairement à ce qu'on pourrait penser, sont des gens robustes qui vivent chez eux à des âges très très avancés. Et puis la dépendance, on est toujours en train de parler de maison de retraite, mais vous voyez, finalement, ou d'EHPAD, ça ne représente que 10% de la population. Donc il faut s'intéresser sur ces 20%-là de manière à ce qu'ils rejoignent les robustes en haut et qu'ils n'aillent pas en bas vers la dépendance. Alors, la notion de fragilité, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est face à un stress, vous voyez, un sujet robuste, il va récupérer, un sujet qui va être fragile va être à risque de dépendance, et même s'il récupère et qu'il n'est pas totalement dépendant, finalement, après 2 ou 3 stress, qu'ils soient médicaux, l'épisode grippal, infectieux, une infection urinaire, social, le veuvage, le déménagement, l'institutionnalisation, ou médicamenteux, donner un médicament, le sujet ne réagit pas très bien, eh bien, il va devenir confus, commencer à tomber, à manger moins, etc. Ces stress, qu'ils soient psychologiques, médicaux ou médicamenteux, vont favoriser la dépendance. Alors comment faire pour dépister des sujets qui sont plus à risque d'aller vers de la dépendance, chez lesquels, je vous l'ai dit, il va falloir engager des mesures globales. La première approche, c'est celle qui a été développée aux États-Unis par Linda Fried, et qui a défini 5 critères de dépistage de ces sujets qui sont à risque d'aller vers de la dépendance. Ce sont des sujets qui ont perdu du poids. Donc on va le revoir, probablement à l'âge adulte,
de prendre du poids, c'est délétère, mais quand on est âgé, de perdre du poids, c'est probablement beaucoup plus délétère. Et c'est vrai qu'en gériatrie, on va surtout, nous, être très inquiets et prendre en charge la dénutrition protéino-énergétique, l'obésité finalement, ou en tout cas le fait de garder une masse grasse souvent associée à une masse maigre étant un facteur plutôt protecteur aux âges évolués. Donc la perte de poids est un facteur de risque de dépendance. La sarcopénie, on va le revoir après, hein, qui est un état où on a un manque de force, on a un manque de puissance, on a un manque de masse musculaire. La masse musculaire chez le sujet âgé, c'est les réserves de protéines en cas d'agression, c'est les réserves d'eau en cas de déshydratation. Elle va arriver d'ici peu, la canicule. Eh bien, les sujets qui vont mal tolérer sont les gens qui n'ont pas beaucoup de masse maigre, sont des sujets donc, qui ont une réserve hydrique qui est diminuée. Des gens qui sont fatigués. Et on se sert de plus en plus de ce symptôme. Êtes-vous fatigué? Ce symptôme, quand il est répété, je suis plus fatigué qu'il y a 6 mois, qu'il y a 1 an, ça c'est un vrai symptôme qui doit amener à faire un bilan. Puis ce sont des gens qui ont réduit leurs activités. Or les gens âgés ont toujours de bonnes raisons de réduire leurs activités. Oui, mais maintenant je suis à la retraite, je me repose, etc. Non. Les gens âgés, ils doivent garder les mêmes activités. Quand ils baissent leurs activités, c'est souvent annonciateur ou de troubles cognitifs ou de troubles somatiques sous-jacents. Donc vous voyez, il faut qu'on s'équipe tous de balance pour regarder la perte progressive de poids, l'évaluation de la force. On va le revoir, il y a des tests très simples, ou par le grip test, ou par le temps qu'on met à se relever d'une chaise par exemple, et puis la vitesse de marche est probablement un élément qui est majeur. Hein. Quand vous avez une vitesse de marche qui est supérieure à 1 mètre par seconde spontanément, probablement vous n'êtes pas à risque de fragilité ou de dépendance. Si vous êtes avec une vitesse de marche inférieure à 1 mètre par seconde, eh bien à ce moment-là, vous êtes probablement préfragile. Alors il y a un score assez simple qui permet de dépister des gens qui ont une sarcopénie, qui ont une diminution de masse musculaire. Vous avez compris, cette conservation de la masse musculaire, c'est ce qui nous permet de garder de l'autonomie au long cours. Eh bien vous voyez, il y a des tests assez simples pour évaluer la force. Est-ce que vous avez du mal à lever ou à transporter 4,5 kg, donc par des grandes études publiées dans des très grands journaux. Ça, c'est très évocateur de sarcopénie. De la même manière, avez-vous des difficultés à traverser une pièce? Avez-vous du mal à vous relever d'une chaise sans les mains? Avez-vous des difficultés pour monter 10 marches d'escalier? Et avez-vous fait des chutes sur ces items-là? Vous voyez, c'est assez simple. Hein. En 1 minute, on peut catégoriser les personnes après 65 ans. Et quand vous avez un score qui est supérieur à 4, ça doit faire suspecter une sarcopénie. Alors, il y a des nouvelles recommandations qui ont été publiées dans Age and Aging, vous voyez, extrêmement récemment sur cette thématique, hein, qui est vraiment une thématique vraiment très importante pour qu'on dépiste tôt des personnes âgées qui paraissent en bonne forme, mais qui vont aller vers de la dépendance. C'est d'utiliser ce fameux SARC-F pour dépister des gens qui sont à risque de sarcopénie, et puis ensuite de mesurer leur force si c'est le cas. Et on va le revoir, on peut utiliser 2 tests, hein, soit un JAMAR pour mesurer la force de préhension, soit le test de relever 5 fois d'une chaise. Et puis, si c'est bas, bien à ce moment-là, il faudra probablement faire une DEXA, une ostodensitométrie pour mesurer la quantité de masse musculaire. Et puis, là, on va définir comme ça la sarcopénie. Et puis, on va parler de sarcopénie sévère quand cette sarcopénie s'accompagne d'une diminution de performance physique qu'on peut mesurer avec la vitesse de marche, un score qu'on appelle le SPPB, qui est un score composite entre de l'équilibre de la vitesse de marche et du relevé de chaise. Le Time Up and Go test, qui est un test très simple aussi, on met une chaise à 3 mètres d'un mur, on demande au sujet de se lever, d'aller au mur, de revenir. Si vous le faites en moins de 12 secondes, vous n'avez pas de trouble de performance physique. Donc vous voyez, on va aller vers des tests cliniques de plus en plus simples, pour lesquels il n'y a pas besoin de compétences médicales particulières pour dépister. Et tous, nous voyons des gens de plus de 65 ans, nous pouvons dépister des personnes âgées qui sont en train d'aller vers un état de pré-fragilité ou de pré-dépendance. Alors, si on veut aller un tout petit peu plus loin sur, vous allez me dire à partir de quel seuil finalement on doit s'inquiéter, ben, vous voyez, si vous avez un JAMAR, il y a des bornes qui ont été décrites chez l'homme et chez les femmes. Vous voyez, sur le fait de se relever 5 fois d'une chaise, vous pouvez faire le test chez vous, assez simplement, vous allez voir, vous allez mettre moins de 8 secondes à le faire. Un sujet qui met plus de 15 secondes, il a une diminution de force musculaire dans les membres inférieurs.
De la même manière, si vous faites une ostéodensitométrie corps entier pour mesurer la masse musculaire appenniculaire, vous avez aussi des bornes qui vous permettent de vous dire là il y a une sarcopénie ou pas, il y a une baisse de masse musculaire. De la même manière, je vous l'ai dit, on a parlé tout à l'heure de vitesse de marche. Alors nous on retient plutôt 1 mètre par seconde, mais vous voyez quand là dans ces scores c'est même inférieur à 0,8 mètres par seconde. Le SPPB dont on a parlé tout à l'heure, eh bien il y a un score à 10 points. Le TUG, si vous mettez donc 20 secondes pour le faire, eh bien, vous êtes avec un déficit fonctionnel majeur. Et puis, on peut utiliser des scores, des tests très simples que nous, on fait en clinique tous les matins, qui est le score de 6 minutes, combien de mètres vous marchez en 6 minutes, ou alors les Américains utilisent le test de 400 mètres qui revient à peu près au même. Hein. Un sujet qui marche normalement, il va faire à peu près 400 mètres en 6 minutes. Donc, globalement, ça vous permet très vite de typer le patient, est-ce qu'il est prédépendant, est-ce qu'il est robuste, et donc s'il est prédépendant, alors que pour l'instant il n'a aucune plainte fonctionnelle, il va falloir l'évaluer pour comprendre ce qui se passe de façon sous-jacente. Donc ça c'est les critères de Fried. À côté de ça, et de sarcopénie. À côté de ça, l'HAS a défini d'autres facteurs qui sont des facteurs sociaux. Est-ce que les gens vivent seuls ou pas ? À Montpellier, par exemple, il y a un institut de la fragilité sociale, c'est-à-dire qu'on va aller chercher tous les gens âgés qui vivent seuls, et ensuite on va les évaluer pour savoir s'ils sont robustes ou pas, parce que si vous êtes seul, vous avez une fragilité sociale, donc vous êtes plus à risque d'aller vers de la dépendance en cas de souci médical. Ensuite, est-ce que vous avez des problèmes de mémoire? Et là aussi, vous rencontrez des gens âgés, c'est très simple de dépister des gens qui ont donc des problèmes de mémoire. C'est de regarder s'ils se débrouillent correctement dans les activités instrumentales de la vie quotidienne, et en particulier par exemple parce que les gens continuent à être capables d'utiliser le téléphone. Ce que j'appelle utiliser le téléphone, c'est pas répondre au téléphone, c'est être capable de chercher un numéro, de faire un numéro. Et on va le revoir, c'est dans l'étude PACUI d'Aquitaine, le premier signe d'entrée vers des troubles cognitifs, c'est le fait que vous n'êtes plus capable de chercher un numéro, d'aller faire un numéro de téléphone. Les autres signes qui sont des signes d'alerte qui évoquent des troubles cognitifs sous-jacents, c'est le fait d'avoir des difficultés dans les transports. Les gens commencent à moins conduire, ou alors s'ils ne conduisaient pas, ils vont avoir plus de mal à commander un taxi ou à prendre les transports en commun. Ensuite, ils vont commencer à faire des erreurs dans la prise des médicaments, et souvent d'ailleurs c'est le conjoint ou la conjointe qui va commencer à préparer les médicaments. Et en dernier lieu, ce sont des gens qui sont en difficulté sur le plan de la gestion financière. Donc là, c'est la période de déclaration des impôts. Un sujet qui est en difficulté pour ce type de tâche, finalement, jusqu'à preuve du contraire, doit être évalué sur le plan cognitif. Donc souvent, les médecins ou vous avez l'occasion de repérer ça. Ce sont des gens qui ont du mal à gérer la carte bleue, qui ont du mal à faire un chèque, etc. etc. Ça, ce sont des patients qu'il faut orienter vers un gériatre ou un neurologue ou votre spécialiste de contact de manière à évaluer ces patients parce qu'ils sont très fragiles, ils vont entrer vers de la dépendance, il va falloir mettre en place des mesures spécifiques chez eux. Dernier symptôme qui est l'incontinence, qui est on parlait tout à l'heure de symptômes tabous. Ça, c'est typiquement le genre de choses où nous, on va déshabiller les patients, on va se rendre compte que les gens ont des garnitures, etc. Et on dit, mais vous avez des problèmes de continence? Oui, vous n'en avez pas à votre médecin? Non. Donc si les gens ne sont pas déshabillés ou ne sont pas interrogés, le problème de continence ne va jamais apparaître dans... Or, c'est l'un des premiers facteurs là aussi qui amène à se poser des questions quant à la prédépendance des patients. Et après, vous pouvez utiliser des tests un peu plus compliqués sur la plainte mnésique. Par exemple, le test des 5 mots du bois, où vous demandez à un sujet de mémoriser 5 mots, vous allez donner des indices et puis vous lui demandez 5 minutes après. Et souvent, s'il n'est pas aidé par les indices, c'est qu'il y a des troubles cognitifs. Un test très simple qui peut être réalisé, c'est le test de l'horloge. Vous faites un rond, vous demandez au sujet de mettre les aiguilles, de mettre les chiffres qui indiquent les heures et de mettre les aiguilles à 4h moins 20. Vous allez voir très vite deux populations de sujets âgés, des gens qui vont comme vous mettre le 12, le 6, le 3, vous pouvez arrêter l'évaluation cognitive, ils n'ont pas de troubles cognitifs. Par contre, vous allez avoir des gens qui vont commencer à avoir des difficultés à mettre le 12, le 13. Là, vous pouvez déjà arrêter, là aussi. Il faut évaluer ces patients-là sur le plan cognitif. Donc l'horloge et le test des 5 mots du bois sont des tests extrêmement performants, extrêmement sensibles pour dépister tôt des troubles cognitifs.
La dépression, je vous l'ai dit, hein, sont des patients qui vont mal évoluer en cas de stress. Ces patients-là donc doivent faire l'objet d'une évaluation très régulièrement des items de dépression. Alors les items les plus prédicteurs de dépression, c'est l'anédonie. C'est dites-moi l'activité qui vous fait le plus plaisir, est-ce qu'elle vous fait encore plaisir ou pas, ou est-ce qu'elle vous fait moins plaisir qu'avant? Ça et la tristesse sont les deux éléments les plus prédicteurs de dépression. Donc souvent, on va avoir des patients, qui arrivent très tard, ils ont commencé à perdre du poids, ils ont diminué leurs activités, ils sont déjà entrés dans de la dépendance, c'est uniquement pour un syndrome dépressif qui n'a pas été dépisté. Ensuite, évidemment, les patients qui doivent faire l'objet d'évaluations sont les patients qui sont polypathologiques, hein. Donc en gériatrie, il y a des index de fragilité qui sont basés sur la polypathologie. Mais là encore, ce n'est pas parce que vous êtes polypathologique que vous êtes fragile. La plupart du temps, d'ailleurs, nous, on a des patients, quand on regarde leur dossier, ils ont plein de maladies, mais quand on les voit, ils n'ont aucun des signes de fragilité. Ils sont ni déprimés, ni ils ont une vitesse de marche normale, une force normale, ils sont actifs, etc. Ils ne sont pas fragiles. Par contre, le fait d'être polypathologique, évidemment, incite à rechercher de la fragilité. Dernier symptôme qui doit vraiment faire évoquer un état de fragilité sous-jacente, ce sont les chutes. On en a parlé tout à l'heure. Jusqu'à preuve du contraire, ça n'est pas normal de faire une chute. Donc ça veut dire qu'avant 65 ans, personne ne tombe, en dehors des gens qui vont aller faire du ski, du roller, etc. Après 65 ans, on a un tiers de patients qui sont à risque de chute. Ce sont nos 25% là, qui sont fragiles. Donc là aussi, les patients âgés vont banaliser la chute, ne vont pas en parler à leur médecin traitant. Oui, mais je suis tombé dans le jardin, j'ai trébuché, c'est normal, il y avait l'arrosoir par terre, je n'en ai pas parlé, je ne me suis pas fait mal. Ça, juste seulement, c'est un facteur de fragilité. Donc là aussi, pour savoir si un sujet âgé est à risque de chute, c'est très simple. Est-ce qu'il est tombé dans les 6 derniers mois? Et toutes les chutes comptent, quel que soit le contexte, et puis est-ce que les gens tiennent 5 secondes sur une jambe. Donc très vite, là aussi, avec des tests très simples, on peut dépister une population qui est à risque de chute ou pas. Cette population doit faire l'objet d'une évaluation. Alors nous, on vient de publier un papier dans Maturitas où on a pris que des patients qui venaient pour ce symptôme-là, j'ai des troubles de l'équilibre, je ne me sens pas à l'aise, où je suis tombé, où je ne tiens pas 5 secondes sur une jambe. Et on voit que quand on évalue ces patients-là, globalement, on fait une évaluation gérontologique standardisée, je vous ai dit, qui est médicale, psychologique, sociale, environnementale. On va adapter le domicile, faire voir les gens par une podologue, retirer les médicaments qui font tomber, etc., etc. Eh bien, on va réduire les chutes, les blessures, les hospitalisations. C'est l'exemple type de ce qu'on peut faire chez des gens très fragiles de manière à ce qu'ils n'évoluent pas vers de la dépendance, mais qu'au contraire, ils reprennent de l'autonomie de manière à ce qu'ils puissent rester à la maison autonomes. Dernier point sont les troubles du sommeil. Là aussi, si vous ne posez pas la question, les gens ne vont pas vous en parler. Alors les troubles du sommeil, c'est tous les signes de syndrome d'apnée du sommeil. C'est les gens qui sont très fatigués l'après-midi, qui ont envie de dormir, qui font des siestes longues l'après-midi. Ce sont des gens qui se lèvent souvent la nuit. Ensuite, ce sont des gens qui ont un syndrome de jambes sans repos, des gens qui ont besoin de se lever en début de nuit. Ce sont les troubles du sommeil paradoxal. Ce sont des gens qui ont un sommeil extrêmement agité en deuxième période de nuit. Ça, c'est très évocateur de syndrome parkinsonien. Donc là aussi, ça a presque toujours commencé comme ça. Mais par contre, les gens font chambre à part, et par contre, n'en ont pas parlé à leur médecin traitant. Donc si tous, on connaît tous ces signes, on va dépister une population qui est très fragile, de manière à mettre en place des mesures très tôt, de manière à ce que les gens n'évoluent pas vers de la dépendance. Évidemment, 5 médicaments ou plus, c'est, jusqu'à preuve du contraire, un signe de fragilité. Donc je vous l'ai dit, chez ces patients-là, on va mettre en place une évaluation médico-sociale et éthique aussi, pour savoir jusqu'où on va. Et juste pour vous dire que dans la chirurgie bariatrique, par exemple chez les patients obèses, quel est l'intérêt, une fois que vous avez dépisté ces patients obèses, âgés, fragiles, de les évaluer de manière à mettre en place des mesures? Il n'y a pas encore beaucoup de preuves d'efficacité de ça, de manière à ce que les gens retrouvent de l'autonomie. Par contre, il y a un tas de domaines où déjà, finalement, quand on met en place des mesures chez ces patients-là qui sont fragiles, on améliore le pronostic. Ce sont les patients qui ont fait une fracture de hanche. Tous, quasiment, ils sont fragiles.
ils ont fait des chutes, ils ont une diminution de force musculaire, etc., etc. Là, quand on les prend en charge de façon gériatrique, ces patients-là retrouvent beaucoup plus d'autonomie que si on les laisse dans un cursus standard. Autre chose, c'est la cardiogériatrie. C'est comment évaluer un patient avant un TAVI, un remplacement valvulaire. Maintenant, vous savez, on peut faire des remplacements valvulaires par voie non invasive, par voie donc intravasculaire. Eh bien, on sait qu'un certain nombre de patients ne vont pas bien évoluer après TAVI. Quand on les évalue sur le plan gériatrique, on va pouvoir les préparer au TAVI, ou en tout cas ne pas aller faire un TAVI chez les gens qui sont à haut risque de décompensation, le TAVI étant considéré comme un stress. De la même manière, en oncologie, maintenant, les patients âgés sont évalués de manière gériatrique, de manière à ne pas aller mettre une chimiothérapie, qui est un stress qui va faire que les patients vont aller plus mal après qu'avant. Donc, essayez de regarder le rapport risque-bénéfice. Aux urgences, on sait que si on évalue le niveau de fragilité des gens âgés qui arrivent aux urgences, et que ceux qui sont fragiles, on les met dans un cursus gériatrique, ils vont aller mieux que si on les traite comme d'habitude, où on les laisse 12 heures traîner aux urgences avec de la douleur, de la confusion, etc., etc. Beaucoup de domaines sont en cours d'évaluation pour dépister les gens fragiles, pour les mettre dans un cursus particulier gériatrique de manière à voir si ça évolue mieux, sont les patients VIH. Vous savez que maintenant, les patients VIH vieillissent. On est en train de débuter une étude chez les plus de 70 ans. Donc là aussi, ils vivent avec le VIH, ils ont plus de pathologies sous-jacentes. On va les dépister plutôt de l'ostéoporose, de la dépression, etc., etc., et mettre en place des mesures spécifiques. Avant greffe rénale, maintenant, les patients nous sont adressés pour savoir si la greffe rénale plus derrière les immunosuppresseurs, eh bien, c'est pas le tout d'aller faire une greffe rénale. Si derrière le patient, il a des petits troubles cognitifs et que vous le mettez sous corticoïdes et qu'il est confus en post-opératoire et que vous perdez le greffon, vous n'aurez rien gagné du tout. Donc, le fait d'évaluer en pré-greffe ces patients améliore les choses. Et puis, avant chirurgie bariatrique, on est en train de mettre en place un peu ces évaluations pour essayer de voir, de dépister des gens fragiles ou prédépendants, de manière à ne pas aller peut-être faire de la chirurgie bariatrique chez ces patients-là, parce qu'on sait qu'ils vont possiblement mal réagir, ou alors les préparer à la chirurgie bariatrique. Donc en conclusion, la chirurgie bariatrique, possiblement chez le sujet âgé, est un nouvel exemple d'intérêt probable de l'évaluation gérontologique standardisée, c'est-à-dire de dépister des gens prédépendants ou fragiles de manière à éventuellement les traiter différemment pour mieux préparer et mieux accompagner le post-chirurgie bariatrique. Donc ça déborde, vous voyez, largement les aspects nutritionnels, c'est regarder les troubles du sommeil, etc., etc. Probablement, il y a un intérêt de mettre en place un suivi des patients âgés qui sont réfutés et ceux qui sont acceptés pour voir effectivement dans quelle situation l'évaluation gérontologique n'aura pas permis de prédire l'évolution après chirurgie bariatrique, ou en tout cas déterminer les profils chez lesquels cette évaluation a le plus d'intérêt. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci. On va passer aux questions. Qui pose la plus difficile? C'est la première. Oui. Ah, là-haut, madame. Bonjour. Beaucoup de personnes âgées présentant une obésité sont désireuses de perdre du poids. J'aurais voulu savoir ce que vous pensiez de l'utilisation de l'alimentation intuitive basée sur l'écoute de ces sensations alimentaires pour des personnes âgées de plus de 65 ans. Alors, la perte de poids chez les gens âgés, c'est vrai que ça pose un réel problème. Parce que la plupart du temps, quelle que soit la méthode, en particulier quand on va jouer sur l'alimentation, vous allez perdre plus de masse maigre que de masse grasse. Donc ça veut dire qu'en gériatrie, on a tendance à considérer qu'on ne peut parler de nutrition ou de quelle que soit la méthode pour perdre du poids qu'en l'associant à de l'activité physique, de manière à limiter la perte de masse musculaire qui s'accompagne de tous les régimes, quels qu'ils soient, en tout cas modification de l'alimentation. Donc, je ne réponds pas complètement à votre question. Je pense que quelle que soit la méthode de perte de poids sur le plan nutritionnel, et cette méthode, comme une autre méthode, doit s'accompagner d'activité physique, parce que le maintien de l'autonomie de vos patients va passer par le maintien
de la masse musculaire et la prévention de la sarcopénie. Donc ça veut dire que clairement, on a deux types de populations âgées. Vous allez avoir des obèses avec une bonne masse musculaire et des obèses sarcopéniques sont ceux-là qui sont les plus inquiétants. Ceux-là, souvent d'ailleurs, on a probablement... ils ont un plus mauvais pronostic parce que, en particulier, ces patients-là vont avoir du mal à se mobiliser. Donc, vous allez avoir du mal à faire de l'activité physique ou alors vous allez avoir une mauvaise tolérance de l'activité physique sur le plan articulaire en particulier. Les gens vont avoir mal au dos, vont avoir mal aux articulations portantes et finalement, ils vont avoir peut-être un plus mauvais pronostic. Mais c'est là qu'effectivement, des méthodes drastiques de perte rapide de la graisse, entre guillemets, de la masse graisseuse, de manière à diminuer le poids, de manière à ce que les gens puissent avoir et moins de douleurs articulaires pour de nouveau leur permettre de refaire de l'activité, peut potentiellement être une solution. Bonjour. Est-ce qu'on a un peu de recul sur les âges limites pour des interventions chirurgie bariatrique chez la personne âgée? Est-ce qu'il y a une limite d'âge? Est-ce qu'on a des études là-dessus? Est-ce qu'on a un gros avantage ou pas, finalement? Alors ça poursuit la réponse, peut-être qui ne vous convient pas juste avant. Pour l'instant, finalement, il n'y a pas de recommandations. Quand on regarde les recommandations de l'HAS, la chirurgie bariatrique, finalement, après 70 ans, elle n'est pas recommandée. Donc, je pense que globalement, il y a plusieurs populations de patients obèses, je pense vraiment que sur l'évaluation, on peut vraiment dépister des gens pour lesquels, finalement, on est allé vers un état de dépendance et la chirurgie ne va pas obligatoirement changer grand-chose. Et puis, il y a des patients qui probablement vont avoir toutes les chances de bien réagir à ce stress important qu'est la chirurgie bariatrique, une perte de poids importante, des modifications d'habitudes alimentaires, remettre de l'activité physique, c'est-à-dire changer de vie. Et il est possible là qu'en évaluant ces patients-là, on puisse vraiment screener ceux qui sont pour lesquels il y aura un bénéfice-risque qui sera plus important. Donc je pense qu'à terme, on va aller possiblement plus vers de la chirurgie bariatrique à condition d'avoir vraiment évalué les patients, parce que chez les gens de plus de 70 ans, on a des populations qui sont extrêmement hétérogènes. Et puis de la même manière, je pense que chez vos patients obèses, il y en a vraiment un certain nombre qui ont une obésité qui ne s'accompagne pas de syndrome métabolique, etc., qui n'a pas entraîné finalement de dégâts majeurs qui fait que, quel que soit X, les patients vont aller vers de la dépendance, et ceux-là, ils ont probablement un intérêt à avoir de la chirurgie bariatrique. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de recommandation en dehors de situations qu'il faut vraiment évaluer de façon globale à plusieurs, je pense, vraiment pour ne pas faire de bêtises, aller opérer des gens pour lesquels il n'y aura aucun bénéfice, et au contraire, ça va plutôt aggraver les choses. Donc je pense qu'on a tout à découvrir là-dessus, mais c'est un champ nouveau qui arrive. De la même manière, je vous l'ai dit, chez les patients VIH, ils n'existaient pas avant. Marine, est-ce qu'il y a d'autres questions dans l'amphi? Pas de questions dans l'autre amphi? Ok, donc il n'y a pas de questions. Pas de questions. Bon. Ici, d'autres questions? Oui? Le micro. Bon, c'est pas tellement une question, c'est pour compléter un petit peu ton propos. Comme tu sais, puisque tu es la cheville ouvrière aussi du sujet, pour toutes les personnes âgées, il y a quelque temps, l'HAS avait mis un âge limite 65 ans et on ne faisait plus de chirurgie après 65 ans. Ce verrou a sauté, mais on s'est tous questionnés justement jusqu'à quel âge on pouvait faire ça. Et donc tu l'as décrit un peu, c'est jusqu'à temps qu'il y ait une fragilité qui soit suffisamment remarquée. Et c'est pour ça qu'on a mis en place avec ton aide une évaluation standardisée gériatrique chez tous les patients de plus de 65 ans qui font une demande de chirurgie bariatrique. Et donc là, c'est tous les examens dont tu as parlé. Et grâce à ça, on accumule un peu des données que
tu écriras dans quelques temps les résultats. Et on a réfuté, parce qu'on fait des RCP régionales pour justement discuter de tous les dossiers des personnes de plus de 65 ans à ce niveau-là. Et on a réfuté des gens d'âge modéré, on va dire, pour des critères de fragilité. Et on en a accordé, et David est parti, mais le patient, je crois, le plus âgé qu'il a opéré était à 79 ans. Et il y a déjà 3-4 ans, il continue à aller bien. Donc c'est plus un âge en absence de fragilité qu'un âge chronologique, la réponse. C'est vrai que souvent, même pour les traitements, un traitement de l'ostéoporose, etc., c'est la question qui revient presque à chaque fois au gériatre, oui, mais est-ce qu'il y a un âge limite pour faire quelque chose? Donc très compliqué de répondre à cette question, d'accord? Parce que c'est vraiment ostracisé des gens uniquement sur leur âge. Et vous le savez bien, vous avez des gens qui sont très jeunes, enfin on va dire d'âge modéré et qui sont extrêmement fragiles, parce que voilà, ils ont des situations d'addiction, etc., etc. Puis vous allez avoir des gens qui sont très âgés et qui sont pour autant globalement extrêmement robustes et extrêmement actifs. Et parmi vos obèses, probablement âgés, vous avez des gens qui restent très actifs, mais qui vont être gênés par ce surpoids sur le plan des douleurs articulaires. Et si on ne fait rien, avec un syndrome dépressif, si on ne fait rien, globalement, ils ne vont pas bien évoluer. Donc je pense que vraiment la dernière partie est très importante, c'est vraiment de déterminer les profils de patients chez lesquels, finalement, il faut faire de l'évaluation, et deux, essayer de voir chez les réfutés et les non réfutés, finalement, comment ils évoluent. Et peut-être on va se rendre compte qu'on est ou trop sélectif ou peut-être pas assez sélectif. Il faut mettre des critères de robustesse plus importants encore. Autrement, vous allez avoir une mauvaise évolution après chirurgie bariatrique. Plus de questions. Je vous remercie beaucoup pour cette intervention.